Voilà, Madame la représentante de Madame la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or, donc Madame Jouan qui devrait nous rejoindre, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, Monsieur le Procureur général près de la Cour d'appel de Dijon, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Dijon, Madame la Procureure de la République, Madame Tarare devrait nous rejoindre à midi, Monsieur le Directeur général de l'Agence régionale de santé, Monsieur le représentant de Monsieur le bâtonnier, maître, Monsieur le représentant du Conseil de l'Ordre, Monsieur le Président de la Commission médicale d'établissement, Mesdames et Messieurs les délégués et représentants de l'UNAFAM, Mesdames et Messieurs les magistrats, les praticiens hospitaliers et les représentants des organismes et associations. Je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir pour ces 5e journées d'échange psychiatrie-justice avec pour thème les soins sans consentement, bilan après la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011. Nos premières journées ont porté sur ce thème et ce n'est que justice, si vous m'autorisez ce raccourci, que nous revenions sur ce sujet. Ce rendez-vous de juin est apprécié, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général, et je vous remercie particulièrement de votre présence. Et je remercie aussi Madame la Procureure pour son taux d'assiduité à 100%, pas tout à fait aujourd'hui, puisqu'elle ne pourra pas venir ce matin, mais elle a été fidèle à l'ensemble de nos journaux, je dirais de 100%, compte tenu de la qualité de ses interventions et du temps précieux qu'elle nous a consacré. Je remercie donc toutes les personnes présentes à ces journées, les intervenants, et Mademoiselle Giraud, le juriste chargé des usagers au Centre hospitalier de la Chartreuse, et l'équipe d'organisation qui ont œuvré pour que nous puissions organiser ces journées dans la durée, donc du management durable. Vous pouvez lire désormais les actes qui sont disponibles sur notre site interne. Donc cette année, on ne fera pas d'actes écrits, on va filmer les interventions pour essayer de se moderniser un petit peu. Les rencontres psychiatrie-justice ont été saluées positivement chaque année par les participants et nous remercions très chaleureusement les autorités judiciaires et administratives qui nous ont encouragés à poursuivre en répondant par leur présence à ces 5e journées comme aux précédentes. Il y a beaucoup d'avocats dans la salle et c'est très important qu'ils soient parmi nous pour ces journées qui sont aussi des journées de développement personnel. Notre ministre de la Santé, le professeur Agnès Buzyn, a eu l'occasion de rappeler au congrès de l'UNAFAM tout récemment 3 priorités. La réponse graduée aux besoins de soins sur les différents territoires, l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans leurs projets de vie et de soins, et la prévention des psychoses émergentes et la recherche. Notre projet médical partagé au sein du groupement hospitalier 2152, nous avons un groupement hospitalier qui regroupe le CHU, le centre hospitalier de la Chartreuse, le centre hospitalier de Semur, et puis le centre hospitalier de Saint-Dizier qui gère aussi les secteurs du sud de la Haute-Marne. Donc ces priorités sont intégrées dans nos projets territoriaux avec tous les acteurs du champ médico-social qui accompagnent avec nous les personnes en situation de handicap psychique. Accompagner ces personnes, ce n'est plus l'affaire seulement de la psychiatrie, mais c'est l'affaire de toute la société. Les équipes médicales sont mobilisées, comme en témoigne la qualité en ces jours du congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française qui se déroule sur le campus auquel nous avons participé et auquel nous apportons notre soutien. Grâce à la présence, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, en nos murs d'une salle d'audience, nous avons fait, parmi les premiers établissements, nous avons eu cette salle d'audience grâce à vous parmi les premiers établissements de France, et bien nous bénéficions aujourd'hui d'une justice de proximité. Cette justice de proximité nous protège grâce à l'autorité judiciaire gardienne des libertés publiques, nous protège sur ce que l'on a appelé pendant très longtemps la suspicion d'internement arbitraire. Je crois que le premier constat que nous pouvons faire aujourd'hui, on peut dire, le combat n'est peut-être pas tout à fait gagné, mais le soupçon d'internement arbitraire est levé grâce à la présence chaque semaine pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du juge des libertés et de la détention dans nos murs. Le contrôle du juge porte sur la légalité formelle, présence de l'ensemble des pièces exigées par la loi, les certificats obligatoires, les décisions administratives, et le contrôle sur la nécessité aussi de poursuivre la mesure d'hospitalisation, ce qui conduit le juge des libertés à examiner les contenus des certificats médicaux au regard de la loi, en recherchant si les troubles sont caractérisés et s'il y a bien impossibilité de consentir aux soins du fait du déni des troubles, la fameuse anosognosie. Le juge des libertés et de la détention mentionne aussi dans son ordonnance les propos exprimés, les explications de la personne présente à l'audience, et il va enfin constater ou non l'existence des troubles et le non-consentement aux soins.
Cette ordonnance, susceptible d'appel, constate ou non la régularité de la procédure, ordonne ou non la main levée en s'appuyant sur le contrôle donc, de la légalité formelle et aussi sur le contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. C'est un schéma de base, bien sûr, qui est variable selon les types de mesures de soins psychiatriques prévues par la loi. Tout au long de cette journée, nous allons échanger sur la base des interventions, sur les éléments statistiques, sur le point de vue des usagers. Je remercie tout particulièrement la femme d'être parmi nous et de nous apporter un témoignage, sur l'organisation des procédures au sein de l'Agence régionale de santé, au sein de notre établissement et des différents établissements. Nous entendrons la position du juge des libertés et de la détention, celui des avocats, du représentant de l'État pour les soins liés à des questions d'ordre public, et nous aurons l'occasion aussi d'échanger et d'avoir dans notre salle deux médecins psychiatres donc, qui nous parleront du processus thérapeutique. Et on aura aussi la chance, M. Leblanc a planché, donc, de pouvoir bénéficier d'une approche jurisprudentielle de ce recul de 6 ans de ce nouveau texte de la loi du 5 juillet. Je vous souhaite une très bonne journée de travail et peux vous annoncer peut-être dès aujourd'hui, c'est aussi une tradition de nos journées, un sujet très sensible sur lequel on proposera de travailler l'année prochaine, sauf s'il y a d'autres sujets qui émergent pendant la journée. Le sujet des contentions. Le sujet des contentions, pourquoi? Parce qu'on sent que la position du législateur, les recommandations de bonnes pratiques de soins, les questions de liberté publique nous rapprochent progressivement des préoccupations sociétales, des garanties de bientraitance, sous le regard aujourd'hui du juge pénal. Mais nous avions, il y a quelques années, la même question sur les internements arbitraires. Et là, cette question sociale nous rattrape en psychiatrie. Nous sommes loin, bien sûr, de disposer du même régime juridique et de la présence du juge pour constater que les libertés publiques sont bien respectées. Et force est de constater que cette présence du juge, qui est bien sûr une charge pour les magistrats et pour la justice, protège à la fois les personnes concernées, protège les professionnels, mais protège aussi les institutions, compte tenu du caractère très sensible de ces sujets. Alors je pense bien sûr aux visites du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est un élément avec lequel aujourd'hui M. Obrecht en a été à une certaine époque, de ces visites dans les lieux de privation de liberté. Et aujourd'hui on est très très sensible à ce regard que peut porter le contrôleur sur la façon dont on prend en charge les personnes. Et donc c'est un point qui nous fera évoluer. Donc on a besoin, dans le champ de la santé, dans la santé mentale, en psychiatrie, compte tenu de la stigmatisation qui correspond à l'histoire, à notre culture, à l'histoire autour de la folie. Nous avons besoin de la confiance de la population pour soigner. On sait qu'il n'y a pas d'observance aux soins s'il n'y a pas de confiance. Et les soins sans consentement, avec la présence du juge, sont pour nous une garantie que nous soignons dans le respect des libertés et de la dignité de la personne. Une très bonne journée d'échange. Encore merci aux personnalités qui ont bien voulu ouvrir ces échanges. Je vous remercie et je cède la parole donc à Monsieur le Premier Président. Merci, bonjour à tous. Monsieur le directeur, monsieur le premier président de la Cour d'appel, monsieur le procureur général près la Cour d'appel, je suis évidemment, au nom de l'ARS, particulièrement heureux d'être à l'inauguration de ces journées qui sont désormais un classique de la vie dijonnaise et dont l'initiative est évidemment à saluer dans la mesure où on sait que les relations entre les soignants, les juges, l'ordre public est parfois compliquée, non pas parce que le sujet est compliqué, mais parce que chacun est dans une culture, chacun a des missions, chacun a des rôles, et qu'il faut que chacun comprenne la logique de l'autre au service de ceux que nous servons, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'Agence régionale de santé, au service des malades. Et il y a un sujet particulièrement compliqué qui est celui de votre journée, celui des soins sans consentement, qui sont toujours une difficulté. Toujours une difficulté parce que soigner une personne sans son consentement, c'est fondamentalement déroger à un principe fondamental, qui est celui que le consentement est nécessaire pour être soigné. Et ceci a été rappelé à maintes reprises, y compris par la loi. Je ne vais pas faire ici un catalogue des textes qui l'ont rappelé, mais on peut citer la loi du 4 mars 2002 qui a refondé ce principe fondamental du consentement aux soins et de l'information du patient avant toute procédure thérapeutique. Donc ce principe du consentement est évidemment à traverser toute l'histoire de la médecine, et y compris en dehors du champ de la psychiatrie. Je pense que ça, il faut également
bien le savoir, on parle souvent des malades mentaux, mais le consentement aux soins et la capacité à consentir est un sujet qui dépasse largement celui de la maladie mentale. Je ne les détaillerai évidemment pas aujourd'hui, mais on a le cas des mineurs, on a le cas de certaines pratiques sectaires, on a les majeurs sous tutelle, on a le sujet des détenus, particulièrement compliqué, et d'ailleurs dont on avait parlé l'année dernière. Donc l'ensemble du champ du consentement aux soins est évidemment un champ important, en particulier lorsque l'on parle du non-consentement, puisqu'un certain nombre de situations peuvent conduire à soigner les personnes alors même qu'elles n'y consentent pas, y compris d'ailleurs dans le champ des soins somatiques, même si ceci est quand même extrêmement rare. La loi continue à s'intéresser à ce sujet, puisque la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 a encore, dans son article 72, comme vient de le rappeler M. Madel-Puech, rappelé que, au-delà du consentement aux soins, les pratiques de soins en situation de contrainte peuvent également être interrogées, en particulier donc le fameux article 72 qui vise l'isolement et la contention, et dont le décret est aujourd'hui en cours de rédaction, et le décret est particulièrement compliqué à rédiger. Donc, si l'on arrive au champ de la psychiatrie, on voit bien que le consentement aux soins en matière de psychiatrie est un cas limite, un cas particulier, puisque le fait de non consentir aux soins est lié à l'état de maladie lui-même. Et donc là, on a cette tension entre la nécessité de soigner et l'incapacité du patient à consentir. Or, ceci a été en tout cas a été pris en compte depuis un certain temps, puisque la loi de 1838 sur les aliénés a quand même reconnu le fait que la maladie mentale n'était pas la délinquance et a catégorisé clairement les malades dans une catégorie à part, tout en permettant à la société de se protéger face éventuellement à des conduites qui étaient jugées comme menaçant la personne ou la société ou l'ordre public. Et donc, le point simplement sur lequel je veux insister là, c'est que pendant de 1838 à 2011, donc près de 2 siècles, on a considéré que le fait de non consentir à des soins pouvait conduire à l'enfermement, et que la façon d'être soigné sans consentement allait avec la mise à l'écart de la société sous forme d'hospitalisation. Et donc l'avancée, puisque le thème de la journée, c'est quelles conséquences de la loi de 2011, la loi de 2011 a été en fait constituée une avancée majeure sur au moins 2 points. Le premier point est qu'elle a reconnu le besoin de soins au besoin sans consentement dans une modalité qui pouvait être ambulatoire, c'est-à-dire reconnaître que le besoin de soins et donc l'absence de consentement aux soins, l'obligation pouvait aussi être mise en œuvre dans un cadre qui n'était pas un cadre contraint, un cadre contenant. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'évidence sur un plan conceptuel une avancée totalement majeure au regard de la qualité de l'offre de soins que nous proposons. Le deuxième élément particulièrement important de la loi de 2011, c'est évidemment, comme ça vient d'être rappelé dans le propos liminaire du directeur, que le juge de liberté et de la détention est devenu le garant, comme pour tout citoyen, un malade mental est un citoyen comme les autres, et donc comme pour tout citoyen, le JLD est aujourd'hui le garant que la privation de liberté née de la relation de soins est et reste légitime au cours du temps pour certains patients. Et c'est évidemment une garantie fondamentale. Cette loi était très attendue au regard du respect des droits fondamentaux. Et comme l'a rappelé, là encore, M. Madel-Puech, la France a été longtemps montrée du doigt dans les pays européens pour être l'un des derniers pays à avoir mis en place cette garantie du juge sur la privation de liberté liée aux soins psychiatriques. Sur le plan des principes, la loi de juillet 2011 est donc une évidence. Mais une fois que l'on a dit cela au nom des grands principes, l'objet de la journée, c'est bien de voir quel impact elle a sur les organisations, quelle valeur ajoutée elle peut avoir dans certaines situations limites. Et on sait bien, on le voit à l'ARS, je pense que Mme Herman et Mme Soubeyran vous détailleront cela tout à l'heure, il y a un certain nombre de procédures pour lesquelles, au-delà de la procédure, on peut parfois se questionner sur la valeur ajoutée pour certains patients dont le caractère chronique est de fait extrêmement fixé et pérenne. D'autre part, quelles difficultés cette loi peut parfois entraîner dans la relation de responsabilité entre l'autorité médicale qui propose la mesure, l'autorité sanitaire qui gère le dispositif, l'autorité judiciaire qui le contrôle, et ne l'oublions pas, parce que c'est extrêmement important, et Pauline Jouan viendra sûrement en parler tout à l'heure, l'autorité préfectorale qui a dû s'adapter suite à la loi
à cette notion de contrainte dans un cadre qui n'est pas contraint. Et ça, c'est évidemment une notion importante. Et je pense encore qu'au niveau de notre société, ce principe de la contrainte aux soins dans un cadre ambulatoire n'est pas encore totalement intégré et compris. Cette journée va donc vous permettre de débattre de tous ces points extrêmement importants. Et je pense que ce thème, comme celui de l'année précédente et comme visiblement celui de l'année à venir, seront des thèmes particulièrement importants aux interfaces entre la santé, la justice et les différentes autorités administratives qui sont autour du sujet. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux. Oui, monsieur le directeur, monsieur le directeur général de l'ARS, de l'Agence de santé, mesdames et messieurs, d'abord, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai d'intervenir pour la première fois à ces journées, puisque je suis arrivé l'été dernier, c'était après la journée, la 5e édition de votre colloque, et aussi de voir rassembler des personnes issues du milieu médical, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, des avocats, des magistrats, des greffiers, que je reconnais aussi dans la salle, donc pour discuter d'un sujet qui est au cœur, je dirais, de notre société, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, qui est celui des soins sans consentement. Alors je vais reprendre dans mon intervention quelques points, je dirais, de principe qui vous permettront de poser des questions. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que vous allez évidemment les étudier ensemble. Simplement pour dire, et vous l'aviez déjà dit, monsieur le directeur, que jusqu'à l'adoption de la loi E20, la législation fondée essentiellement sur l'ordre public plus que sur la protection était préoccupée de l'enfermement des aliénés, puisque c'est ce terme qu'on employait, dans le but surtout de protéger les populations des dangers, souvent réels, mais parfois aussi imaginaires, il faut bien le dire, qu'ils pouvaient représenter dans la société d'alors. Et bien peu de personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux, souvent dans des conditions matérielles difficiles et même parfois indignes, notamment pendant les conflits, notamment pendant le deuxième conflit mondial, ces personnes ne pouvaient pas faire entendre leur voix ou leur désaccord ou leur protestation, ni obtenir gain de cause. Qui ne se souvient d'Adèle Hugo, hospitalisée à Saint-Mandé, puis à Suresnes de 1873 jusqu'à sa mort en 1915, de Camille Claudel, hospitalisée à vie à Montfavet, où elle resta internée pendant 28 ans jusqu'à son décès en 1943, avec la bénédiction de sa famille et de Paul Claudel, sans que jamais il ait été question pour elle de sortie d'essai. Pourtant, lorsque nous évoquons la question de la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, le rôle du psychiatre et celui du juge chargé de contrôler le caractère proportionné de leur internement, comment s'abstenir, je pense que c'est d'actualité aujourd'hui, de citer le philosophe Alain qui a pu écrire, avec un certain à-propos en l'occurrence, « Tout pouvoir sans contrôle rend fou ». La loi E20 a été la première à ouvrir aux personnes hospitalisées, sans consentement, le droit de saisir le juge judiciaire pour faire reconnaître le caractère abusif de cet internement. L'application de cette loi, qui a vu également l'introduction de l'avocat dans ce contentieux si particulier, a amélioré les choses, mais les statistiques ont montré que moins de 1% des décisions d'hospitalisation sans consentement ont été contestées sous le régime de cette loi avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011. Mais il faut souligner que le fondement essentiel de cette loi du 5 juillet 2011, comme celui de la loi du 27 septembre 2013, qui en a modifié les dispositions, réside dans les termes particulièrement forts de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose que nul ne peut être absolument détenu, le terme détenu étant entendu au sens large, et que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. D'où l'intervention, évidemment, du juge. Ces évolutions des mentalités, puis de la législation, sous l'égide du juge constitutionnel, mais aussi de la jurisprudence de la Cour européenne, ont abouti à ce qui est une innovation dans notre droit. L'instauration d'un contrôle qui est devenu systématique du juge des libertés et de la détention, ce juge est une création très récente dans notre droit, sur les mesures privatives de liberté résultant de l'admission en soins psychiatriques sans consentement, en donnant à ce magistrat la mission de procéder à un contrôle de proportionnalité dans le respect de la dignité de la personne humaine,
afin de vérifier que les restrictions mises à l'exercice de la liberté du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental comme à sa dangerosité éventuelle et utiles à la mise en œuvre du traitement nécessaire. Je n'entrerai pas dans les détails législatifs qui seront l'objet de vos échanges, sauf pour préciser que notre droit positif, encore profondément remanié par le texte de la loi du 27 septembre 2013, a considérablement renforcé la protection du patient, vous l'avez dit, monsieur le directeur, soit à la demande de l'autorité administrative, hospitalisé soit à la demande de l'autorité administrative, soit à la demande d'un tiers, lequel peut être un proche ou un directeur d'établissement, soit aussi à la demande de l'autorité judiciaire, c'est le cas pour certains détenus. Les lois successives de 2011 et 2013 ont également amélioré les garanties d'information des patients, ont pris en compte l'évolution des modalités de prise en charge, qui ne sont plus limitées à l'hospitalisation complète en hôpital, mais également organisées sous la forme de soins ambulatoires de diverses natures, et ont enfin modifié en profondeur la nature de l'intervention du juge en renforçant le rôle de l'avocat. Ces grandes lignes de notre droit positif actuel résident donc dans la réduction du délai dans lesquels les mesures d'hospitalisation complète doivent être soumises au contrôle du JLD, à la réglementation du contrôle des certificats médicaux, je n'entrerai pas dans les détails, à la proximité du lieu d'audience, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, le juge des libertés et de la détention est un juge de proximité, puisque ces audiences sont tenues dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil. Et la loi nouvelle introduit aussi dans le déroulement de l'instance l'application systématique des règles normales de la procédure civile, admettant l'usage de moyens de communication et d'échange numérisés. Et surtout, la loi de 2013 crée une innovation supplémentaire qui est l'unification du contentieux des soins sans consentement entre les mains du seul juge judiciaire. Celui-ci est désormais seul compétent pour connaître non seulement de la régularité formelle du placement en hôpital psychiatrique, mais aussi de la régularité des décisions administratives qui le précèdent, ce qui est tout à fait nouveau, puisque d'habitude, d'ordinaire, c'est le juge administratif qui contrôle la régularité des décisions administratives et le juge judiciaire qui contrôle la proportionnalité et la nécessité de l'enfermement. Là, le juge judiciaire a la plénitude du contentieux. Enfin, le JLD a compétence pour se prononcer dans le cadre de l'examen de recours facultatif sur toutes les mesures de soins dont il est saisi, quand bien même celles-ci ne s'exécuteraient pas sous le régime de l'hospitalisation complète. Ainsi, le juge de liberté devient à la fois un juge spécialisé, je l'ai dit, puisqu'il est le garant principal de la liberté individuelle, au sens de l'article 66 de la Constitution, qu'il concentre dans ses mains plusieurs pans du contentieux de la protection des droits. Et ces innovations posent donc plusieurs questions de principe quant au rôle du juge judiciaire lui-même. Le juge judiciaire, dans le système institutionnel depuis les codes Napoléon, se trouve cantonné dans un rôle qui est celui d'arbitre dans les litiges civils, ou encore à sa mission ancienne, fondée sur la recherche de la vérité et l'adaptation de la sanction dans les litiges ou dans les procès pénaux. Désormais, grâce à cette loi et à quelques autres, nous voyons émerger à la faveur des évolutions européennes et constitutionnelles une définition du juge de nature un peu différente. Celle d'un magistrat qui n'est pas saisi par les parties, comme en matière civile, ou par le ministère public, voire par la victime, comme en matière pénale, mais dont l'intervention s'avère obligatoire, automatique et incontournable, dès lors qu'une liberté fondamentale se trouve en danger d'être méconnue, même si ce danger n'est que virtuel dans la très grande majorité des cas. Ce juge protecteur n'est plus l'autorité à laquelle on s'adresse pour obtenir une décision favorable dans un conflit. Il intervient comme une sorte de contre-pouvoir, ou plus exactement, je dirais, de pouvoir tiers, chargé par la loi de porter un regard extérieur, impartial et donc distancié, sur l'action de l'autorité administrative, policière ou douanière dans d'autres pans du droit, ou en l'occurrence, pour le sujet qui nous occupe, médical et psychiatrique. Qu'on comprenne bien mon propos, ce juge dont l'office est ainsi modifié n'a pas pour mission d'évaluer les compétences professionnelles, par exemple, des soignants, des psychiatres chargés du traitement d'un malade, ni de porter une appréciation sur la qualité du diagnostic.
Il n'est pas un expert et ne le revendique pas. Il est seulement chargé d'apprécier, lorsqu'une restriction à une liberté fondamentale lui est présentée comme utile, si l'intensité, la nature et la durée de cette restriction s'avèrent adaptées, proportionnées à la situation particulière de la personne concernée et nécessaires à sa protection, mais aussi à la protection d'autrui. En cette qualité, il doit faire appel indifféremment aux notions de droit privé et de droit public pour limiter l'exercice d'un pouvoir administratif ou d'un pouvoir médical qui existe lorsque cela s'avère nécessaire, mais aussi lorsqu'il autorise la mesure pour le légitimer, conférant alors à la décision médicale qu'il confirme l'autorité de la justice. C'est donc un progrès sensible que cette législation sur les soins psychiatriques, et cela apporte à notre droit positif une clarification, une amélioration des relations entre le monde judiciaire et le monde médical, particulièrement dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, qui est celui de la psychiatrie. Donc le progrès est certain sur le plan des principes. En revanche, la situation est peut-être moins rose quant à leur mise en œuvre. Le législateur qui n'hésite pas à confier au juge judiciaire depuis des années de très nombreuses attributions nouvelles, sans jamais supprimer les anciennes, ou alors à la marge, n'a pas cru, pour des raisons d'effectifs que nous connaissons tous et des motifs budgétaires que l'on peut comprendre, pousser la réflexion jusqu'à admettre la nécessité d'une augmentation suffisante des effectifs de magistrats ou de greffiers pour y faire face. Le juge des libertés et de la détention, c'est un lieu commun que de le dire, n'a pas toujours les moyens d'exercer pleinement son rôle, car il a souvent, au sein des juridictions où il exerce, d'autres attributions. C'est aussi un juge artisan, solitaire, assisté par des greffiers en nombre insuffisant et qui bénéficie d'une marge de manœuvre réduite, car elle est entravée par de nombreux dossiers à traiter et la faiblesse des moyens d'investigation qu'il dispose. Pour illustrer mon propos par des exemples concrets, je terminerai en vous indiquant qu'au cours de l'année 2016, les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d'appel de Dijon, soit les tribunaux de Dijon, de Chaumont, de Chalon-sur-Saône et de Mâcon, ont rendu 1563 décisions en matière de soins sans consentement. La Cour d'appel de Dijon a statué quant à elle sur une cinquantaine d'appels formés contre ces décisions, ce qui est très peu d'ailleurs, ce qui montre leur qualité, et qui fournit une indication favorable à ce sujet. Mais vous vous rendez compte de la masse, évidemment, de ce contentieux, car ces magistrats, qui représentent pour les 4 tribunaux de grande instance de la Cour le faible nombre de 2,5 ETP pour l'ensemble, exercent également des attributions dans d'autres domaines. Ils sont juges des libertés et de la détention en matière pénale, ils le sont dans les procédures d'instruction, en matière de contrôle des enquêtes et d'acquisition, en matière de saisie douanière, en matière de rétention des étrangers, et j'en oublie. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous examinerez le point de vue des acteurs relativement au rôle du juge, que vous envisagerez l'impact de la réforme et les prolongements qu'il convient de donner dans les temps à venir, vous serez certainement amené à souligner les progrès indéniables réalisés par la législation dans le domaine, mais il ne faudra pas négliger la question cruciale de l'effectivité de ces droits, laquelle dépend étroitement de l'importance et des moyens que la collectivité publique entend lui consacrer. Je vous remercie. Monsieur le directeur, merci de nous accueillir à ces nouvelles éditions des Journées Psychiatrie Justice. Et c'est chaque année, pour moi-même et pour le ministère public que je représente, un très grand plaisir et un très grand intérêt de suivre ces travaux. Et c'est une marque de considération que j'apprécie de me demander de dire quelques mots à l'ouverture de ces travaux. Alors, je vous prie d'en excuser, mais c'est peut-être des redites que je vais prononcer devant vous par rapport aux 3 interventions qui nous ont précédés. Les soins sans consentement, tel est le thème de votre journée de réflexion. Je partirai effectivement du principe, comme le disait monsieur le directeur général de l'ARS, la liberté du consentement, c'est le fondement de notre société de liberté. Et elle est construite, même si c'est peut-être un peu fictivement, sur l'idée que le citoyen, qui en quelque sorte est libre dans la nature, consent
à la vie en société et accepte par son consentement toutes les mesures de contrainte qui peuvent lui arriver. Et donc, c'est vrai aussi pour le malade qui doit consentir à recevoir les soins qui lui sont prodigués pour le guérir ou pour le soigner. C'est si vrai d'ailleurs que les juristes analysent la relation entre le patient et le médecin comme un contrat. Et donc ici, qui dit contrat dit échange de consentement. Dès lors, s'il n'y a pas de consentement, c'est le principe, il ne saurait y avoir de soins imposés, et alors même que le médecin ou l'entourage du malade aurait conscience que la mort pourrait être le résultat du fait de cette position du malade qui ne veut pas se faire soigner. Et il n'est pas possible de lui imposer des soins s'il ne le veut pas. La situation se retrouve et s'est retrouvée historiquement, notamment en matière de détention, dans des situations de grève de la faim par exemple, où on considère que le détenu qui entre ou le détenu ou pas le détenu d'ailleurs, la personne qui entreprend une grève de la faim, eh bien, il n'est pas possible de la soigner ou de lui injecter quelque produit que ce soit, dans la mesure où il refuse ses soins. On connaît ce qui s'est passé notamment en Irlande du Nord à ce sujet. Le problème peut quand même se poser quand la personne refuse les soins, mais que l'évolution de son état fait qu'elle perd conscience. Et donc, est-ce qu'elle est toujours en capacité, est-ce qu'on doit de maintenir son refus de soins à ce moment-là? Et est-ce qu'à ce moment-là, on peut lui imposer des soins qu'elle avait refusés quand elle était consciente, mais qu'elle ne peut plus refuser à partir du moment qu'elle est inconsciente, et peut-être aurait-elle changé d'avis. On voit bien que et vous le disiez tout à l'heure, que la question du consentement aux soins n'est pas limitée au secteur de la psychiatrie. Le cas se retrouve également pour les mineurs, puisque les mineurs, dans notre système juridique, ne peuvent pas consentir, leur consentement n'est pas valable, et donc ils ne peuvent pas consentir à leurs propres soins. Et donc c'est traditionnellement les parents qui le font à leur place, et c'est une prérogative de l'autorité parentale. Mais les parents peuvent, et c'est un sujet traditionnel que connaissent les parquets des mineurs ou les juges des enfants, peuvent parfois refuser des soins. On connaît traditionnellement la position des témoins de Jéhovah qui s'opposaient, alors à l'époque, je ne sais plus si ça a évolué tout ça, mais enfin, aux transfusions sanguines par exemple, ou à l'intervention de certains soins, qui obligeaient à ce moment-là d'avoir recours à la procédure d'assistance éducative pour que soit le juge des enfants, soit le procureur de la République prennent une décision en fait de placement du mineur, traditionnellement dont la garde était confiée au directeur de l'hôpital, qui pouvait à ce moment-là, à travers dévoluant la garde du mineur, lui permettait d'autoriser les soins en raison du mandat de justice ainsi qu'il avait obtenu. Donc voilà une autre situation dans laquelle le consentement des soins se pose et qui est complètement étrangère à la psychiatrie. Et puis il peut y avoir des situations, je pense hélas trop fréquentes, où on amène un blessé ou un accidenté dans un état qui sait qu'il n'est pas conscient et qu'il ne peut pas consentir les soins et qu'il faut le soigner, qu'il n'y a personne. Et nul ne se pose à ce moment-là la question de lui donner ses soins, avec l'idée qu'on est dans l'obligation de porter secours, et on se transfère dans une situation qui est un peu différente, mais on envisage également la question du soin sans consentement, donc qui n'est pas que psychiatrique. Alors, comme vous l'avez dit,
La question psychiatrique, c'est que la maladie mentale affecte le libre arbitre et le libre consentement du malade, et qui n'a pas forcément conscience de l'intérêt de se soigner. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les malades psychiatriques, enfin, mais certains sont effectivement dans un tel état qui n'ont pas conscience de cela. Et dans cet état, ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, et c'est l'autre aspect qui est peut-être propre à la psychiatrie et qu'on ne retrouvait pas dans les autres situations que j'ai évoquées, qui est la question de l'ordre public et de la protection de la société par rapport à ces malades, ce qui, de mon point de vue, explique très vraisemblablement toute la législation qui a, disait Monsieur le Directeur, qui a duré presque 2 siècles, qui donnait la compétence à l'autorité administrative, à l'autorité préfectorale, qui était quand même le principal protagoniste ou le principal acteur de ce domaine, en pouvant prendre en urgence des arrêtés qu'on appelait d'hospitalisation d'office, compétence également dévolue au maire de la commune. Il faut dire également qu'en même temps qu'il y a ces questions de dangerosité, il y a, lorsqu'on est en présence d'un malade dangereux, qui présente des troubles psychiatriques et qui commet un crime ou une infraction, mais même s'il est avéré qu'il n'avait pas son libre arbitre et que c'est la maladie qui a fait que sa conscience était abolie et qu'il a commis un passage à l'acte, on admet effectivement, et vous allez en parler, qu'on peut bien sûr lui imposer des soins, mais on voit bien qu'il y a une frustration de la société parce qu'il ne peut pas être jugé et puni pour ce qu'il a fait. Et le législateur, alors là, pendant longtemps, a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de punition. Or, récemment, la loi a changé, et dans ces hypothèses, on a organisé un système qui est, je ne vais pas traiter, je pense que vous n'allez pas directement le traiter, mais qui est extrêmement important, où on va demander, en l'occurrence à une juridiction, qui est la chambre de l'instruction de la cour d'appel, de prononcer, de dire que la personne a commis tel homicide, et il y a une décision de justice qui précise qu'il a commis tel crime, tel meurtre, mais que on ne peut pas prononcer de peine à son égard, mais que l'on va prononcer un certain nombre de mesures de sûreté, qui sont donc une hospitalisation complète généralement, mais une suspension du permis de conduire, une interdiction de porter des armes, une interdiction de paraître, etc. Donc on est quand même revenu, en même temps que le juge intervient à la place de l'autorité administrative dans ces questions de maladie mentale. On est un peu revenu à une certaine stigmatisation et de forme de condamnation pénale, même si ça n'est pas juridiquement pour certains malades qui commettent de passages à l'acte qui sont graves. Alors, la situation qui justifie vos travaux, donc, c'est la nécessité de prendre des soins sans consentement. Bon, je n'en ai même pas la compétence pour intervenir dans le détail dans ces mesures. Je rappellerai simplement que l'autorité judiciaire s'est vue accorder des compétences extrêmement importantes, et notamment après une décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 qui avait déclaré contraire à la Constitution les dispositions qui étaient en vigueur antérieurement. Et c'est ce qui a conduit le législateur à intervenir par la loi du 5 juillet 2011, donc, que vous avez rappelé, et qui a transféré, et qui a donné en tout cas une compétence renforcée à l'autorité judiciaire, et notamment au juge des libertés et de la détention. Mais une deuxième loi est intervenue. Alors, selon les points de vue, elle a amélioré ou aggravé la situation, je ne sais pas de quel point de vue on se place, qui est la loi du 27 septembre 2013, qui d'une part, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, a transféré les audiences du JLD dans les établissements de soins, qui a réduit le délai de saisine du juge des libertés
et de la détention, et qui a rendu la présence de l'avocat obligatoire. Et effectivement, ces nouvelles dispositions ont extrêmement alourdi les charges des tribunaux de grande instance, et notamment les tribunaux qui ont d'importants établissements dans leur ressort, et qui ont beaucoup chargé ce magistrat qu'on appelle maintenant le JLD, qui est devenu le maître Jacques un petit peu du contentieux des libertés. Alors on lui fait un peu tout faire, tel Harpagon, qui serait l'État, et qui ajoute des charges sans prévoir ou sans le payer. Enfin, je ne sais pas le payer, ça voudrait dire créer des postes de juges supplémentaires. Mais en tout cas, c'est une réalité qu'il faut dénoncer, enfin, qu'il faut affirmer par rapport à l'efficacité du système. Alors le ministère public, dans tout ça, d'abord il était présent dans l'ancien système, hein, puisque le procureur de la République a l'obligation, théoriquement tous les trimestres, de visiter les établissements de soins. Dans le meilleur des cas, il le fait tous les ans. Non, mais je pense que tous les ans, il faut qu'il le fasse. Il fait d'ailleurs un rapport de ses visites. Il doit rencontrer les personnes qui souhaitent le voir à cette occasion. Et il pouvait provoquer des mises en liberté. En tout cas, il avait l'obligation, et il l'a toujours, de s'assurer que les personnes ne sont pas arbitrairement détenues sous couvert de soins sans consentement. Donc le ministère public avait cette activité. Il prend actuellement des réquisitions devant le JLD en première instance. Il le fait sous forme de réquisition écrite, mais il le fait également devant la Cour d'appel. Et là, devant la Cour d'appel, par contre, le parquet général intervient à l'audience. Il y a un véritable débat contradictoire avec la personne l'appelant, son avocat, et le parquet général qui prend également des réquisitions orales devant la Cour pour en quelque sorte équilibrer quand même le système, parce que tout débat judiciaire mérite, au moins, si possible, deux points de vue. En tout cas, le parquet général n'a pas forcément le point de vue contraire de celui n'est pas forcément porteur de l'avis du directeur de l'établissement, mais après, il est bon que s'il y a un débat, que ce débat puisse s'appuyer pour que le juge prenne une décision sur des opinions partagées. Voilà, quelques réflexions un petit peu, je reconnais, à l'emporte-pièce sur ce dispositif. Je souhaite que vos échanges vous permettent de progresser, en tout cas de faire que ce dispositif important, mais c'est déjà le cas, mais peut-être davantage, se passe au mieux des contraintes des uns et des autres, hein, pour que voilà, notre efficacité suppose quand même qu'on travaille dans les meilleures conditions, et je suis sûr, monsieur le directeur, que ces échanges y contribueront. Merci. Merci, monsieur le directeur général, monsieur le premier président, monsieur le procureur général, pour ces interventions liminaires très riches. Donc on va passer à nos premières tables rondes. Donc, avec le point de vue des acteurs sur les pratiques de soins sans consentement. Donc Joël Fisca, directeur adjoint responsable du bureau des soins sans consentement au centre hospitalier de la Chartreuse, va nous donner quelques chiffres de l'évolution des soins sans consentement depuis 3 ans.